Le débat politique du Grand Soir, c'est parti. Marie-Noëlle Lienemann est avec nous, sénatrice gauche républicaine et socialiste de Paris. Bonsoir, Madame la sénatrice, et bonsoir à messieurs les députés. Député Maillard, pour commencer, La République En Marche. Député de Paris, porte-parole de La République En Marche, des députés en tout cas du groupe. Bonsoir. Bonsoir, Julien Arnaud. Vous êtes toujours porte-parole. Je Porte-parole. n'avais pas révisé le CV avant de commencer, mais bon, il n'y a pas de raison que ça change. Romain Reda est également avec nous, député Soyons libres de l'Essonne. Avant, c'était libre et maintenant, c'est Soyons libres. Bonsoir. Ça change, c'est normal, non? C'est un appel que nous lançons à être bien. libre dans un pays où on l'est de moins en moins. La parole l'est en tout cas libre dans cette émission, c'est sûr. Parole politique, parole scientifique en tout cas, grâce au professeur Yves Buisson qui va nous accompagner, épidémiologiste, membre de l'Académie de médecine. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et merci de nous éclairer sur ces mesures annoncées tout à l'heure par le professeur Jean Castex. On écoute le Premier ministre. En période de flambée épidémique, il faut passer à la vitesse supérieure et prendre des dispositions pour éviter le plus possible les flux, les rassemblements et les concentrations de population. Il faut rester chez soi le plus possible et limiter ses motifs de sortie. Alors ça, c'était l'avant-propos et on avait bien compris que ça n'augurait de rien de très très bon. Quel est le détail de ces mesures, Nivine ? Bien, la principale annonce de la soirée, c'est ce couvre-feu qui va être mis en place à partir de 20h et ce, dès le 15 décembre, dès mardi en fait. Un couvre-feu, y compris bien le 31 décembre. Ça veut dire que vous n'aurez pas le droit d'être dans la rue de 20h à 6h du matin. L'autre annonce de la soirée, c'est les cinémas, les théâtres, les salles de spectacle qui ne rouvriront finalement pas le 15 décembre. Ils resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier. À partir de mardi, en revanche, c'est la fin de l'attestation en journée. Elle sera toujours de vigueur si vous devez sortir au-delà de 20h. Les déplacements entre régions seront autorisés. Vous pourrez donc vous déplacer pour fêter les fêtes de Noël en famille, par exemple. Concernant les lieux de culte, le Premier ministre l'a dit, les jauges ne seront pas revues à la hausse. C'est le même protocole sanitaire qui fait foi. C'est 2 sièges entre chaque personne ou famille, une rangée sur 2 occupée, le masque qui sera donc obligatoire. Concernant les dérogations possibles, si vous devez sortir après 20h, elles ne changent pas. C'est motif professionnel, raison médicale ou raison familiale, motif familial impérieux. Si vous êtes dans la rue à ce moment-là, en cas d'infraction, bien l'amende elle reste la même, c'est toujours 135 €. Merci beaucoup Nivine. J'ajoute que sur les livraisons, est-ce que vous aurez le droit de vous faire livrer à manger par exemple après 20h? Sachez que ça n'est pas encore tranché. La décision interviendra d'ici à mardi. Voilà ce qu'on a expliqué du côté du gouvernement en coulisses juste après la conférence de presse. On va prendre ces points les uns après les autres. D'abord, Noël. Est-ce que c'est un soulagement pour vous, Marie-Noëlle Lienemann, que les Français puissent se retrouver en famille à Noël, qu'il y ait cette exception-là, même si forcément il y aura un prix sanitaire, comme nous l'expliquera sans doute le professeur Buisson? Je crois que Noël est surtout une fête au-delà de la tradition religieuse et une fête pour les enfants. C'est très important pour les enfants, les petits. C'est très difficile d'aller expliquer à un petit que non, le Papa Noël vient pas cette année. Que je crois il vient, mais il a moins de cadeaux, quoi. Voilà, il y a ce côté famille et tout petit qui avait quand même c'était difficile de ne pas se donner des marges de manœuvre autant que faire se peut sur Noël. Il fallait aussi une dimension psychologique, Robin Reda, parce qu'évidemment, en supprimant Noël, on allait plomber le moral encore plus de pas mal de familles. Les enfants et les personnes âgées. C'est une grande souffrance, pas seulement pour les enfants, en effet, c'est une grande souffrance pour tous les Français. Alors, il y a des impondérables. C'est vrai que l'épidémie, elle est mondiale, elle est européenne, que la France n'échappe pas, malheureusement, dans ce triste concert de l'épidémie sanitaire à des mesures drastiques qui vont plomber la fin de l'année comme ils ont plombé toute notre année 2020. Mais au moins, il y a une éclaircie, quoi. Il y a l'éclaircie du 24. Oui, il y a l'éclaircie du 24. En même temps, il y a aussi un manque de visibilité et de perspective. Et malheureusement, le Premier ministre, c'était le père Fouettard ce soir, qui nous explique à demi-mot que finalement, on n'a pas totalement tous respecté les consignes et qu'on n'a pas atteint le fameux chiffre de 5000 contaminations par jour. Donc, on n'aura pas le cadeau d'avoir des vacances de Noël totalement déconfinées. Et nous, maintenant, on est en quête de perspective, d'avenir. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et on voit aussi que l'État n'a pas totalement respecté le fameux triptyque tester, isoler, tracer, isoler. Il y a eu des trous dans la raquette. Il y en a eu dans la première phase de l'épidémie, ça pouvait se comprendre. Il y en a encore aujourd'hui, après 9 mois d'épidémie. Donc la réalité, c'est aussi qu'à un moment, même si on peut voir que l'épidémie, elle est effectivement généralisée, européenne, etc., on peut aussi mettre en doute les capacités de l'État français à répondre avec une vraie logistique à l'épidémie. Pas de couvre-feu pour Noël. En revanche, on s'est privé de nouvelles cette année. C'est un prix à payer, Sylvain, le prix le plus modeste possible, si j'ose dire, pour ces fêtes ou pas?
Oui, là, on a malheureusement le Premier ministre, courageusement, honnêtement, c'est pas facile d'être à sa place, prend la décision de continuer ou de déconfiner beaucoup plus lentement que prévu, en laissant la soupape, et on vient d'en parler, de Noël, parce que je crois que c'est indispensable. Mais à côté de ça, le 31, et on sait toujours que c'est une fête voilà, où vraiment plus alcoolisée, on brasse beaucoup plus de monde, de faire en sorte que dire, bon, on sacrifie ce 31 pour pouvoir poursuivre sur une courbe qui, on espère, s'améliore. Moi, je voudrais juste rappeler une chose, et il l'a très bien dit, Olivier Véran, on est aussi dans une phase où on est au mois de novembre, décembre, on rentre dans l'hiver, et dans l'hiver, on le voit en Europe, mais au-delà de ça, aux États-Unis aussi. On voit que le climat fait que le virus prospère plus facilement. Donc on fait tous des efforts. Les Français font tous des efforts. Mais peut-être que cette barrière de 10 000 cas jour va être une barrière, au fond, on aura du mal à aller en dessous. Et ça, c'est un vrai souci parce que ça veut dire qu'on risque de rester dans une sorte de déconfinement lente pendant plusieurs semaines, malheureusement. Oui, effectivement, c'est une perspective qui n'est pas très, très réjouissante. Est-ce que cet arbitrage, professeur Buisson, entre Noël et le jour de l'an, il vous paraît équilibré ? Il me paraît très compréhensible. Noël, c'est une fête de famille dans laquelle on peut appliquer, si on est attentif, les mesures qui ont été recommandées à plusieurs reprises pour éviter la transmission au sein des familles. Maintenant, le jour de l'an, on sait bien que c'est l'occasion de multiples débordements, de festivités, souvent alcoolisées, dans lesquelles on perd très vite le sens des... Ça aurait été une catastrophe le 31 décembre ? Ça pouvait être catastrophique. Je ne sais pas si ça aurait été une catastrophe, mais enfin, disons qu'on courait un danger important de voir un rebond épidémique important à la suite des fêtes du Nouvel An, si on avait laissé, effectivement, si on avait levé le couvre-feu pour la nuit de la Saint-Sylvestre. On peut imaginer, cela dit, qu'il y aura pas mal de contournements. Les gens vont aller dormir chez les uns, chez les autres. Est-ce qu'on ne va pas faire des petites maisons avec 40 personnes qui vont dormir dedans ? Sans doute, il y aura des débordements, mais au moins, ça sera contraint. Il n'y aura pas ces festivités, ces rassemblements très très importants comme on le voit chaque année sur les Champs-Élysées. Olivier Véran a dit d'ailleurs que sans doute la meilleure façon d'entrer dans 2021, c'était sans doute de se priver de cette soirée-là. Écoutez cette punchline, comme on dit, du ministre. La meilleure manière de célébrer 2021, c'est de se donner les moyens collectivement de passer une année 2021 plus normale, plus libre, moins dur que l'année 2020 que nous avons connue. Honnêtement, c'est le meilleur moyen de célébrer l'arrivée de l'année 2021, c'est de faire attention les uns aux autres et d'être responsable, même si on a envie d'autre chose. Pas facile de positiver les mauvaises nouvelles, Marie-Noëlle Lienemann. Est-ce qu'il y arrive, le ministre ? Bah, non, mais bon, faut dire, c'est pas de sa faute, là, pour le coup, c'est pas de sa faute. Non, moi, ce que je crois quand même qu'il a manqué dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est justement... parce que bon, on se dit, on va faire un confinement, un couvre-feu. Le couvre-feu avait été assez efficace quand même déjà dans la chute, donc on peut se dire que ça va jouer, mais le rebond pourra toujours revenir parce qu'on sait que le virus, tant que, en tout cas pendant un certain temps, va être encore là. Et ce qui n'est pas clair aux yeux des Français et qui n'est sans doute pas clair dans la mise en œuvre, c'est le fameux tester, tracé isolé. Et notamment isolé. Alors, il y a déjà testé. On a réduit les timings, le temps, mais on n'a pas encore, les délais ne sont pas encore tous la journée qui suit. Bon, donc là, il y a encore de l'amélioration. Ça, on peut penser que petit à petit, ça va se faire. On sait que le traçage est compliqué à partir du moment où il y a beaucoup de gens. Néanmoins, j'ai cru comprendre qu'ils avaient déjà réduit le nombre de postes qui étaient chargés de faire le traçage, sous prétexte que l'épidémie était déjà en train de baisser. Ça, c'est bien dans la technostructure française, de se dire si on peut faire 4 sous d'économie pour des bricoles, alors que ce serait quand même préférable qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse, à travers le suivi, faire ce traçage. Je pense que là, il y a encore à faire. Mais surtout, je pense à l'isolement. Et là, l'isolement, je crois que c'est la grande question de la période, parce qu'on peut faire nettement mieux. Et pour faire nettement mieux, je ne propose pas qu'on oblige les gens, parce qu'ils n'iront pas se faire. Bon, bref, je ne suis pas pour l'obligation. La France n'est pas la Corée. Bon. En revanche, il faut mettre toutes les collectivités locales, tous les acteurs de terrain à avoir et organiser des plateformes qui fait que dès que quelqu'un est testé positif, il peut
tout de suite appeler une plateforme pour discuter des conditions de son isolement, car c'est beaucoup des gens pauvres et fragiles qui sont positifs, et ceux-là, ils ont besoin de soutien. Et deuxièmement, on peut aussi avoir l'effet inverse, c'est que ça permet d'aller faire des visites à domicile pour dire, si vous avez besoin de quelque chose, on est à votre disposition. Est-ce que ça fait partie, professeur Buisson, des choses que vous attendiez ce soir? C'est vrai que sur la stratégie et la politique de l'isolement, on n'a rien entendu. Non, mais je pense de toute façon, c'est une politique qui n'est pas bonne. On a répété ça depuis des mois, tester, tracer, isoler. Ça peut marcher quand on est vraiment au bas de la courbe épidémique. Il y a très très peu de cas. Et d'ailleurs, c'est la justification du seuil de 5000 cas par jour. Mais je crois que cette stratégie ne peut pas fonctionner en France. Parce que pour tester, il faut être volontaire. Pour tracer, il faut accepter de se faire tracer. On peut y échapper. Et pour s'isoler, encore une fois, c'est une question de volontariat. Tout repose sur le volontariat. Alors bien sûr, on va récupérer un certain nombre de cas, on va les isoler, mais ça ne jouera absolument pas sur l'évolution de l'épidémie. C'est-à-dire que ça ne peut jouer sur l'évolution de l'épidémie que si on rend tout cela obligatoire. La Corée, la Chine, etc. savent le faire. Mais nous, on ne le fera jamais. C'est la raison pour laquelle cette méthode, elle n'est pas bonne. Elle ne peut pas aboutir. Donc il faut arrêter de s'entêter là-dessus. On répète inlassablement, tester, tracer, isoler. Après, c'est devenu tester, alerter, protéger. Bon, on joue sur les mots, mais les actes sont inefficaces. Oui. Il faut s'y prendre autrement. D'abord, il faut faire baisser la courbe, mais après, il faut tester, mais tester collectivement là où circule le virus. Et lorsqu'on est au bas de la courbe épidémique, le virus ne circule pas n'importe où, n'importe comment. Il circule dans certaines communautés. C'est vrai, des communautés de gens pauvres qui vivent très entassés dans des logements petits. Alors là, il faut tester. Il faut tester dans les milieux scolaires, dans les milieux, bien sûr, hospitaliers, dans les centres de soins, dans les EHPAD, etc. Et puis, il faut tester en s'aidant du contrôle des eaux usées. Maintenant, c'est un outil qui devient efficace. Et il faut s'en servir parce que avec les eaux usées, on détecte une semaine avant l'endroit où vont apparaître les foyers de contamination. Donc ça permet ensuite de concentrer les moyens sur ces zones-là. Voilà, tester intelligemment pour pouvoir agir efficacement. Voilà. Mais alors, tester, isoler, tracer, je crois qu'il faut oublier. Allez, on va continuer à passer en revue ces différentes annonces dans quelques instants. Vous restez avec nous tout de suite. Le débat politique du Grand Soir, ça continue toujours avec Sylvain Maillard pour La République En Marche, avec Robin Reda, Soyons libres, avec Marie-Noëlle Lienemann pour la gauche républicaine et socialiste, et avec le professeur Buisson qui nous éclaire sur les décisions du jour, les décisions prises par Jean Castex sur la base des chiffres du nombre de malades, du nombre d'hospitalisations. Regardons les derniers chiffres du jour, on est encore aux alentours de 14 000. C'est vraiment ce plateau dont on vous parle depuis plusieurs jours maintenant et qui a provoqué cette situation et ce début de revirement sur la date du 15 décembre. Alors, il y aura, on vous l'a expliqué, différenciation entre le 31 décembre et le 24. En revanche, il risque fort d'y avoir pour les fêtes une ruée sur les tests. Écoutez Olivier Véran. Sur les près de 40 000 personnes qui ont été testées dans le cadre de la campagne de vaccination dans l'essai de phase 3, il y a eu des effets indésirables bénins, tels qu'une rougeur au point d'injection ou de la fatigue, ce qu'on voit d'ailleurs dans toutes les injections de médicaments, que ce soit des vaccins ou non. Et il n'y a eu aucun effet indésirable grave. Et on est avec le président du syndicat des biologistes, François Blanchecotte. Bonsoir, professeur. Merci d'être avec nous. Vous la craignez, vous êtes ruée ou pas ? Pardon, pour la ruée sur les tests pour les fêtes. Écoutez, on s'y prépare, oui, parce qu'en fait, il y a une demande des Français. On a essayé d'étendre les plages de prélèvement, de pouvoir augmenter le nombre de points d'accueil. Donc, on est passé actuellement en dessous de la barre des 1 million de tests par semaine. Et donc, on a une capacité de prendre largement plus. Donc, pour l'instant, on est plutôt préparé, armé pour accueillir les Français. On a montré hier qu'un Français sur 4 pensait éventuellement se faire tester avant les fêtes. Ça fait quand même beaucoup de monde. Malgré ça, vous nous dites ce soir, on pourra faire face. Pas 16 millions de Français, mais ça m'étonnerait parce qu'effectivement, comme vous dites, un Français sur 4 divisé pour 65 millions de Français, ça fait 15 millions de Français en 5 jours. Ça, je pense que ça ne va pas être possible. Aujourd'hui, on a des demandes qui commencent à arriver. Il y a aussi des demandes pour les voyages, vous en doutez bien un petit peu, pour les vols.
Mais globalement, oui, on peut prendre des gens, mais on ne va pas prendre 16 millions de Français en 5 jours. De votre point de vue, François Blanche-Côte, est-ce qu'il a raison, le ministre, de tempérer un peu les ardeurs françaises sur les tests, ou bien au contraire, vous dites, mais si, laissez les Français se faire tester, ça va nous aider pour lutter contre ce virus? Écoutez, on le voit dans les villes où le test de masse a été instauré. On a, d'après les études sur Roubaix, sur Lyon ou Le Havre, on est à peu près environ à 15 à 30%. Donc même avec des tests de masse, il n'y aura qu'un Français sur 3 qui viendra se faire tester. On a entendu, professeur Blanche-Côte, tout à l'heure, et on va l'écouter, le ministre parler du vaccin. Il a eu un message assez rassurant. Est-ce que les patients qui viennent chez vous dans les labos et avec lesquels vous parlez, est-ce qu'ils sont prêts à se laisser convaincre, ou est-ce que vous sentez la défiance qui continue à monter malgré les rapports qui sont plutôt rassurants? Écoutez, oui, il y a toujours des inquiétudes. Je pense qu'il y a deux éléments très importants. C'est la transparence des études pour montrer, comme l'a dit le ministre, les effets secondaires. On sait même qu'en injectant de l'eau, on a des effets secondaires, pas même avec un placebo. Donc, il faut vraiment montrer cette transparence. Et deuxièmement, il faut que l'ensemble des professionnels de santé arrivent à convaincre les Français que c'est le seul moyen de sortir de cette pandémie. Merci beaucoup François Blanche-Côte pour avoir été avec nous ce soir. Justement, continuons à parler de ces vaccins. Qu'a dit le ministre tout à l'heure? Il a commenté les résultats des premières études. Écoutez. Sur les près de 40 000 personnes qui ont été testées dans le cadre de la campagne de vaccination dans l'essai de phase 3, il y a eu des effets indésirables bénins, tels qu'une rougeur au point d'injection ou de la fatigue, ce qu'on voit d'ailleurs dans toutes les injections de médicaments, que ce soit des vaccins ou non. Et il n'y a eu aucun effet indésirable grave. Et on va aller plus loin sur ces rapports concernant certains des vaccins dont on vous parle depuis des semaines et des mois maintenant. Nivine Potros nous a rejoint. Dites-nous ce qu'ils disent précisément, ces rapports, Nivine. Eh bien, selon The New England Journal of Medicine, qui est l'une des revues les plus prestigieuses et qui a eu accès aux données de Pfizer, eh bien, ces résultats, c'est tout simplement un triomphe. La revue scientifique, elle confirme les bons résultats qui avaient déjà été publiés par Pfizer et BioNTech. Ils sont bel et bien conformes. Le vaccin est efficace à 95%. Il provoquerait des effets secondaires fréquents mais peu graves. Il s'agit par exemple, le ministre de la Santé l'a dit, on l'a entendu à l'instant, de douleurs autour du point d'injection, de fatigue, de maux de tête ou de fièvre, mais aucun effet secondaire grave. Un petit bémol, cependant, il n'y a pas assez de données pour savoir si le vaccin est efficace contre les formes asymptomatiques de la maladie. Mais dans l'ensemble, ce sont plutôt de très bons résultats qui viennent d'ailleurs confirmer des données qui ont été publiées hier par la FDA, l'agence américaine des médicaments. Et puis, Nivine, il y a un autre vaccin qui a vu ses résultats validés par une revue scientifique. Effectivement, c'est le vaccin d'AstraZeneca qui a vu ses résultats publiés dans la revue The Lancet. Alors, c'est vrai qu'il y avait une petite polémique sur cette revue au printemps dernier, notamment à propos de l'hydroxychloroquine, mais ça reste une revue extrêmement prestigieuse qui vient donc confirmer que le vaccin d'AstraZeneca est efficace à 70% et que les effets secondaires sont minimes. Et l'avantage de ce second vaccin d'AstraZeneca, c'est qu'il sera vendu très peu cher, 2,50 €, et surtout qu'on va pouvoir le conserver à 2 degrés, pas besoin de super congélateur, contrairement au vaccin de Pfizer et de BioNTech. Merci beaucoup, Nivine. Professeur Buisson, on voit ces résultats, on voit ces commentaires dans les rapports des grandes revues. Cela dit, il y a certains de vos confrères, pour ne pas le citer, par exemple, le professeur Eric Combe, spécialiste des maladies infectieuses, dit que lui, il se méfie beaucoup des vaccins dits à ARN messager, notamment celui de Pfizer, et il dit « Je n'ai jamais vu tant d'effets indésirables pour un vaccin ». Aidez-nous à y voir clair. Qui faut-il croire? Est-ce qu'il faut croire le professeur Combe ou est-ce qu'il faut croire la New England Journal of Medicine? Mais ce n'est pas contradictoire. Ah bon? Le professeur Combe, qui est un estimé confrère, que je connais très bien, a donné ses impressions sur les résultats, effectivement, qu'il avait enfin entre les mains. Et d'abord, ces effets indésirables sont des effets indésirables tout à fait bénins et communs et habituels avec tous les vaccins. Deuxièmement, ils ont été recueillis activement, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont entrées dans l'essai ont été interrogées pour répondre à un questionnaire. Est-ce que vous ressentez? Il y avait toute la liste des symptômes, il fallait cocher, j'ai de la fièvre, j'ai des frissons, j'ai mal dans le dos, etc. J'ai mal à la tête, je dors mal, enfin voilà. Donc ils ont coché. Alors quand on procède comme ça, effectivement, on trouve. On pourrait faire ça tout le temps. Quand on fait la campagne de vaccination grippale chaque année. Enfin, il le sait, ça, le professeur Combe.
Je ne sais pas, mais enfin bon, quand on voit ces chiffres comme ça, c'est impressionnant, mais ça n'a rien d'étonnant. Ce qui n'a rien d'étonnant non plus, c'est qu'on voit plus d'effets, disons, de signes un peu indésirables chez les jeunes que chez les plus âgés. Les plus âgés, je crois qu'ils ne font pas attention, ils ont tellement été vaccinés. Les hommes ont reçu TABDT quand ils étaient au service militaire. Ça, c'était une vaccination qui avait des effets secondaires extrêmement pénibles. Alors, une petite fièvre, une petite douleur au point d'injection, une petite rougeur, tout le monde s'en fiche. Hein. Je veux dire, alors, on a tout noté. C'est au contraire un signe de transparence. Et ça montre que ce travail est très bien fait, il est très complet, tout est rapporté. Bon, pour vous, il n'y a pas de doute, quoi. Mais il ne faut pas en faire un plat, ça n'a absolument... Ce qui est intéressant, ce sont les effets graves. Ouais. Alors les effets graves, il faut les regarder de plus près. Il y a eu 2 cas de réactions allergiques importantes, qui en fait... Chez des personnes qui étaient déjà très allergiques. Exactement, et qui ont en fait été très facilement contrôlées par le traitement, qui n'ont posé aucun problème. Et puis les autres, bien ma foi, ce qui a été constaté, il n'y a pas de différence significative entre le groupe vacciné et le groupe placebo. Donc, en particulier, il y a 2 paralysies ou 4 paralysies faciales. Ces paralysies faciales, on s'est rendu compte que l'incidence des paralysies faciales dans ce groupe d'âge, dans cette période de l'année où il fait froid, est exactement la même que celle qui a été observée dans cette population. Ça correspond aux statistiques habituelles, vaccin ou pas vaccin, c'est ça que vous nous dites? Pour l'instant, il y a absolument... La conclusion de tout ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a absolument rien d'inquiétant dans ce qui est rapporté. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer d'observer. Parce que là, on a, au bout de 2 mois, les effets adverses les plus fréquents, qui sont bénins, mais il faudra attendre qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de personnes qui soient vaccinées pour voir des effets beaucoup plus rares, qui peuvent arriver qu'une fois sur 1 million. Ça peut arriver, mais ça ne remet pas en cause la vaccination, parce que par rapport à toutes les vies sauvées, effectivement, il se pourrait qu'il y ait un jour un cas très grave, mais enfin, pour l'instant... Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Sylvain Maillard, comment expliquez-vous que malgré ce que nous dit ici le professeur Buisson, malgré le résultat des études dans les plus grandes revues, il y ait cette défiance en France? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de défiance vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du ministre, qui explique cette défiance sur les vaccins? Moi, je me pose toujours cette question sur la défiance sur le vaccin, parce qu'elle est ancienne. Hein. On a eu cette même discussion quand on a rendu obligatoire les 11 vaccins pour les enfants, pour la scolarité. Et il y a eu cette même discussion, y compris au sein de dans l'Assemblée nationale. Je suis vraiment toujours un peu surpris. Alors peut-être parce que ça me semble quelque chose de naturel et que finalement... Pour moi qui ne suis pas un médecin, mais de ce que je vois de la médecine, pour moi c'est la plus grande avancée de la médecine moderne, c'est justement la vaccination, c'est ça qui a eu le plus de résultats. Et donc je suis très surpris. À côté de ça, il faut entendre les gens de bonne foi qui ont un peu peur. Je comprends aussi qu'il n'y a que par la transparence, on va expliquer les choses, et puis à force de voir les gens se faire vacciner, on prendra confiance, on se vaccinera soi-même, on vaccinera ses enfants, et le simple fait aussi de vacciner plus largement la famille donnera un peu plus de courage à certains autres. Mais moi, je suis assez persuadé qu'en fait, il va y avoir une sorte de ruée assez rapide dès qu'on aura accès au vaccin au mois de avril, mai, juin probablement. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Vous le partagez, cet optimisme, Romain Reda, ou pas? Oui, je pense qu'il ne faut pas obliger les gens à se faire vacciner, mais que tous ceux qui veulent se faire vacciner doivent avoir accès. Mais ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui, hein. 45% des Français. On verra. Je pense que quand le vaccin arrivera en France et que l'État sera en mesure de rassurer sur la logistique, c'est-à-dire que ce vaccin puisse être distribué partout sur le territoire et pas que à quelques-uns et quelques privilégiés en fonction de l'endroit où il se trouve sur le territoire national, on aura, je pense, un intérêt pour ce vaccin. Moi, je m'interroge beaucoup parce que ceux qui aujourd'hui remettent en cause le vaccin, c'est les mêmes qui nous disaient qu'il fallait absolument prendre la chloroquine alors qu'on ne savait pas quels étaient les effets secondaires de la chloroquine. Les mêmes, aux États-Unis, Trump, dont on pourrait imaginer, parce qu'il est encore président, qu'il aurait pu être une sorte de symbole des antivax, a été le premier à revendiquer la recherche sur le vaccin. Donc je pense qu'il y a quand même un intérêt des Français et du monde en général pour une protection. Voilà. Et je voulais juste revenir d'un mot sur les tests, parce qu'on a l'impression aujourd'hui, pour certains, que le test vaut vaccin. Oui, c'est ça. Et qu'une fois qu'on s'est fait tester... Totem d'immunité, a dit Olivier Véran.
Oui, et je crois que ça, c'est effectivement très dangereux et que chacun doit comprendre que le test, c'est effectivement quelque chose de rassurant, c'est mieux que rien, mais ça ne vaut pas le vaccin et la protection à long terme que nous devrons forcément avoir pour la population. Et si c'est ne serait-ce que la moitié du pays, ce sera la moitié du pays qui sera vacciné et qui protégera à la fois sa santé et protégera les autres. L'acceptation du vaccin, Marie-Noëlle Lienemann, elle va se faire au fil de l'eau, au fil du temps, parce que pour l'instant, encore une fois, c'est plutôt le mouvement inverse qui est en train de se produire. Oui, moi je pense que si on prend les garanties qu'a dit le docteur, à savoir la transparence, le suivi, et qu'on informe correctement sur ce suivi, une bonne association des médecins de ville, des médecins de famille, ça c'est essentiel parce que quand même pour beaucoup de gens, leur médecin c'est leur conseil. Je pense que, et qu'on dit déjà tous ceux qui veulent se faire vacciner avec les priorités graduelles qui sont prévues, moi je suis persuadée qu'on aura un mouvement assez massif. Parce que d'abord, ceux qui vont se faire vacciner sont souvent ceux qui se sentent les plus vulnérables. Donc pour lequel le vaccin est le plus nécessaire. Et petit à petit, de fil en aiguille, je pense que ça va aller. Ça ne règle pas un autre problème que je ne lis pas strictement à cette affaire de vaccin, qui est le doute des Français sur, pas seulement les gouvernants, mais sur l'administration de la santé en France. Moi, ça fait longtemps que j'ai des doutes sur l'organisation, je ne parle même pas des personnes, et les choix stratégiques qui ont été faits dans l'organisation de la santé en France, qui est un monde à part, très fermé sur lui-même, où les politiques ont peu de capacité, non pas à choisir, mais à regarder, à veiller, à informer, à arbitrer. Là, il y a une carence majeure dans notre système, non seulement de soins, on l'a souvent dit pour les hôpitaux, mais globalement du service, de la Direction générale de la santé, les ARS, tout ça. Alors là, pour moi, il faut complètement refonder un État crédible ce sera certainement, et efficace. Un chantier, effectivement, une fois que cette crise sera passée. Parmi les mesures annoncées ce soir par Jean Castex, vous l'avez sans doute entendu, il y a le report de l'ouverture des salles de spectacle, des musées, les théâtres, cinémas, etc. Écoutez. Les établissements recevant du public dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées, mais aussi de l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos. Cela signifie également que les règles posées récemment pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse. Jean-Marc Dumontet est avec nous, producteur de spectacles, propriétaire de salles, également à Paris. Bonsoir, merci beaucoup de réagir ce soir en direct avec nous. Depuis que les salles sont fermées, évidemment pour vous c'est dramatique, c'est catastrophique, mais vous dites, je comprends, il faut aussi faire des efforts, etc. Est-ce que ce soir, tout de même, votre patience n'est pas arrivée au bout ? Écoutez, c'est un coup de massue supplémentaire, mais si on avait écouté le président, et moins notre enthousiasme, si on avait écouté le président le 24 novembre qui donnait des conditions qui étaient strictes, c'est-à-dire des contaminations entre 3 et 5 000, on ne se serait pas leurré. Et c'est vrai que pris dans notre enthousiasme, parce que vraiment on avait envie de rejouer, on n'a pas assez écouté cette contrainte. Et effectivement, aujourd'hui, le miracle ne s'est pas produit et c'est encore 3 semaines minimum de tunnel devant nous. Donc c'est vrai qu'on a envie d'être volontariste, c'est vrai qu'on a aussi envie d'être citoyen parce qu'il faut qu'on éradique ce virus, mais c'est vrai que ce soir le coup est rude et il y a une petite résignation, même si on a envie d'être combatif, même si on a envie de retrouver nos spectateurs, même si on a envie de retrouver les planches. C'est vrai que ce soir c'est quand même un coup assez rude, mais vous savez, je crois que la première condition pour que les Français retrouvent les salles, c'est qu'on éradique ce virus. Donc vous parliez à l'instant des vaccinations. Et c'est vrai que ce sera absolument nécessaire que les Français y recourent en masse. Je crois qu'aujourd'hui, on doit tous combattre ce virus. Ça doit être une priorité absolue. Des mesures très sévères sont décidées. Elles sont rudes pour notre métier. Elles vont être rudes pour les Français, évidemment, aussi en période de fête. Mais il faut que ce choc serve à quelque chose. Il faut qu'il suscite un électrochoc parmi nos concitoyens parce qu'on sait que c'est eux qui ont la clé de la réussite de cette éradication. Et c'est à eux de nous aider, nous, secteur culturel, mais aussi toute l'économie française à redémarrer. Sauf que... Elle pourra redémarrer
Non, mais juste, il y a un certain nombre de vos confrères ou bien d'acteurs du monde du spectacle au sens large qui disent mais chez nous, il n'y a pas de problème, chez nous, il n'y a pas de cluster, chez nous, tout est respecté beaucoup plus que dans les transports ou dans plein d'entreprises. Est-ce que ça n'est pas un argument recevable? Que répondez-vous lorsqu'on vous oppose cet argument? C'est un argument recevable et nos salles sont des lieux globalement très sûrs parce que nous avons pris beaucoup de mesures, que pendant les représentations, vous ne portez pas de masque, vous n'émettez pas de postillon, il n'y a pas de projection. Donc c'est vrai que c'est des lieux sûrs. Maintenant, avec un couvre-feu à 20h, c'est peau de chagrin. Ça veut dire qu'on ne peut pas véritablement jouer. Et puis vous savez, dans notre secteur, notamment le théâtre, il y a des délais de réservation qui sont importants. Donc on ne peut pas redémarrer du jour au lendemain. Donc c'était illusoire dans ces conditions, alors que depuis quelques jours, la musique ne va pas dans le sens de l'ouverture, de croire que les spectateurs allaient se ruer dans nos salles. Donc il faut faire preuve de lucidité, il faut faire preuve de recul, il faut faire preuve de citoyenneté, parce que même si notre secteur vit un véritable drame depuis 9 mois, vous savez, on est un des secteurs les plus éprouvés. On ne joue pas, on ne peut pas jouer depuis 9 mois. Il n'y a aucun métier qui soit aussi exposé. Il y a des métiers évidemment comme les soignants qui ont été en première ligne et qui ont dû déployer des prouesses d'ingéniosité pour faire face. Les restaurateurs aussi, les restaurateurs. Oui, mais les restaurateurs, quand ils auront à nouveau la lumière, ils pourront immédiatement ouvrir et ils accueilleront du public. Oui. Nous, dans nos métiers, il faut créer des spectacles et ça ne s'improvise pas, il faut des répétitions. Et vous ne pouvez pas créer des spectacles quand vous n'avez pas de date de démarrage. Et aujourd'hui, on n'a pas de date de démarrage. Donc il faut d'abord créer des spectacles, l'artistique est roi. Et ensuite, il faut des délais de commercialisation. On n'est pas comme un libraire, on n'est pas comme un coiffeur qui ouvre et immédiatement retrouve ses clients. Nous, Ça nos veut dire que spectateurs, il faut du temps. Le 7 janvier, vous n'y croyez pas du tout, manifestement, Jean-Marc Dumontet. Je crois et j'appelle tous les Français à être éminemment responsables comme ils l'ont été, parce que les Français ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, pour que ces derniers efforts ne soient pas vains. On a des fêtes qui peuvent être des accélérateurs de contamination. Ouais. Je demande instamment à tous les Français, avec ce choc que nous recevons, avec ce couvre-feu, avec ces mesures drastiques, de vraiment faire les efforts. On en a tous besoin, tout le pays en a besoin. Et j'espère que le 7 janvier sera un point de démarrage. J'en suis pas sûr. Ouais. On va tout faire pour. Et j'appelle les Français à se vacciner s'ils en ont envie, parce que c'est un choix individuel. Mais il faut vraiment qu'on joue très collectif ce soir et dans les semaines à venir, parce que la priorité, c'est qu'on éradique ce virus. Si on éradique ce virus, le spectacle vivant pourra redevenir vivant. Merci. Tant qu'il y a cette menace, tant qu'il y a cette épée de Damoclès, on ne peut pas redémarrer. Merci beaucoup, Jean-Marc Dumontet, pour votre réaction ce soir en direct. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister, Marie-Noëlle Lienemann, à la mort, ou en tout cas la mise en coma de l'ensemble du divertissement, de l'ensemble de cet univers? Il y a les spectacles, mais il y a aussi le jour de l'an, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça n'est pas quand même essentiel? La façade de l'Olympia, elle dit pas essentiel, avec évidemment beaucoup d'ironie. Est-ce que ça ne fait pas aussi partie de la vie? Bien sûr, mais évidemment c'est essentiel. Simplement, le mot était maladroit de dire on ne ferme que les choses essentielles. Non, il fallait qualifier ce qu'on ouvrait parce qu'on considère que la nourriture, etc., c'est important, et pas commencer à mettre des jauges sur ce qui est essentiel ou pas essentiel. Le mot était maladroit. Maintenant, oui, enfin bon, d'abord... Vous la comprenez, vous, cette mesure, même si, on va demander son avis au professeur Buisson, même si c'est pas des clusters. C'est une question, oui, mais c'est une question d'arbitrage. Parce que ce que j'ai compris maintenant, semble-t-il, c'est que c'est finalement le phénomène de flux et de brassage qui compte. Donc après, comme on ne peut pas... parce que tout le monde fait des efforts. Les petits commerces ont fait des efforts aussi. Tout le monde fait de gros efforts de normes sanitaires. Donc, dans le choix des flux et des brassages, quels sont ceux qui paraissent prioritaires ? Mais on ne se brasse pas, professeur Buisson, quand on va au théâtre, quand on va au cinéma. On est en file indienne, il y a des écarts entre les sièges. Enfin, il y a toujours des occasions de regroupement, avant, après, etc. Enfin, mais il y en a dans toute la vie à ce moment-là. Oui, exactement. Et je crois que c'est l'idée du couvre-feu, finalement. On ne sort plus. Alors, voilà, c'est drastique, c'est dur pour tout le monde, mais et je comprends très bien ce qu'a dit M. Dumontet. Je suis très touché par ce qu'il dit. Et surtout par son appel à la vaccination et à la responsabilité individuelle. Ça, c'est très important, parce qu'au lieu de se plaindre, et il a de quoi se plaindre, il incite la population à se vacciner. Je crois que c'est très important, il faut souligner ça, il faut le féliciter. Robin Rada.
Je pense que M. Dumontet est un peu complaisant, sans doute, parce qu'il est très proche du président de la République et qu'il a sans doute les épaules. Et il a aussi de l'indépendance d'esprit, et c'est un homme qui aime le théâtre avant tout. Indépendance d'esprit, indépendance financière pour passer cette crise, et ce n'est pas le cas de nombreux acteurs de la culture. Et moi, je pense aux grands acteurs de la culture, bien sûr, auxquels tout le monde pense, mais aussi à tous les réseaux locaux de théâtre, de cinéma, d'associations qui, depuis la rentrée, souffrent parce que les bénévoles ne reviennent plus, parce que les pratiques amateurs sont à l'arrêt, et tout ça, c'est vecteur de lien social, c'est vecteur de choses importantes pour la culture. La culture, c'est pas seulement les grands spectacles et les grandes salles de théâtre et de cinéma. Après, il y a quand même un sujet de cohérence. Au cinéma, effectivement, on est face à un écran, on se la boucle. Bon, a priori, il n'y a pas plus de risques que dans un magasin. Donc, il y a des choses, on a du mal à comprendre. Mais ça, malheureusement, chaque semaine, on a le feuilleton des décisions parfois un peu incohérentes. Voilà. J'ai une pensée pour la ministre de la Culture, qui est une sorte de Ferrari au garage. On a sans doute l'une des meilleures ministres de la Culture depuis quelques années et qui pourrait faire des choses et qui malheureusement ne peut rien faire. Et je crois qu'elle a perdu beaucoup d'arbitrage parce qu'elle avait plaidé d'autres choses. C'est urgentissime qu'il y ait effectivement un bilan plus précis de ce qu'il faut faire économiquement pour que les personnes, je pense à tous ces métiers, ce qu'on appelle les intermittents de l'emploi, qui ne sont pas ceux que de la culture, qui sont liés à ces activités, notamment l'événementiel et autres, on leur donne des garanties et qu'ils aient des ressources, parce que là, ils arrivent à payer. Sur le monde de la culture, les subventions locales. Sur le monde de la culture, vous arrivez à convaincre, vous, qui êtes dans un arrondissement où il y a pas mal d'ailleurs de salles de spectacle, l'Olympia, tout ça, c'est chez vous. 50 cet argument du brassage, on sent bien que les gens ne le comprennent pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est on commence un déconfinement. Et donc, il n'y a rien de pire que ouvrir une salle, et comme Jean-Marc Dumontet l'a très bien expliqué, ouvrir pendant un mois et demi, le temps de réorganiser, et puis de devoir refermer parce que la courbe épidémique n'est pas bonne, et donc on doit refermer. Et là, économiquement, c'est impossible de tenir. Moi, je remarque juste une chose, pas très loin, Mogador. Aujourd'hui, je reçois un email, voilà, peut-être d'autres l'ont reçu, où ils commencent à faire la programmation de septembre. Voilà, on va refaire le Roi Lion au théâtre Mogador, un appel. Et je trouve ça très bien de se projeter, commencer à réserver, remettre aussi de l'argent dans le système pour que ça puisse construire. Sauf que justement, parce que pour le moment, les salles, elles ne seraient pas remplies. Non, mais les salles, on peut ouvrir les théâtres. Je vous assure qu'ils ne seraient pas remplis. Est-ce qu'on trouve un modèle économique avec ça? Je ne pense pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas très important. Et moi, je suis le premier à vouloir que ça réouvre. Je dis juste qu'il n'y a peut-être pas de modèle économique pour ça. Est-ce qu'on peut essayer de tenir? On les accompagne beaucoup. Est-ce qu'on doit faire plus? Probablement. Mais est-ce qu'on ne doit pas essayer de tenir 3 semaines, 1 mois supplémentaire pour qu'il y ait une vraie réouverture et que là, on puisse soit dans une tendance plus longue? Parce que produire un spectacle, ça prend du temps et qu'on ne peut pas arrêter une machine aussi facilement que des spectacles musicaux et principalement dans des spectacles de grosses dimensions. Ces mesures difficiles, comment les Français les ont-ils accueillies? Nous avons commandé un sondage juste après les déclarations du Premier ministre pour savoir exactement le ressenti de la population. On vous a donné un premier résultat de sondage hier, avant, pour voir les attentes des Français et leur état d'esprit. Et évidemment, c'est intéressant de les entendre 24 heures plus tard. Les résultats viennent de nous parvenir. Nivine Potros, vous nous les livrez en exclusivité. Quel est donc le ressenti des Français sur les questions que nous leur avons posées? Eh bien, dans l'extrême majorité des cas, les Français, ils comprennent les mesures annoncées ce soir et ils y sont même largement favorables. 75% des sondés, par exemple, pensent que le gouvernement, il a bien fait d'instaurer un couvre-feu à 20h. 74% sont favorables à une exception pour les fêtes de Noël. 72% pensent qu'effectivement, il faut maintenir le couvre-feu pour le Nouvel An. Il y a seulement 59% en revanche qui sont favorables au report de la réouverture des salles de spectacle. Et justement, sur le Nouvel An, c'est un peu l'annonce de la soirée. Eh bien, les Français vont jouer le jeu. 98% des sondés respecteront le couvre-feu le 31. 2% seulement ne le feront pas et rentreront dans la nuit. Et sur ce programme justement du Nouvel An, 73% des sondés vont rester chez eux sans accueillir personne de l'extérieur. 13% vont organiser une petite soirée avec des personnes de l'extérieur et 12% d'entre eux iront à une soirée et dormiront sur place. Ça, c'est pour le Nouvel An. Pour Noël, cette fois, là aussi, les Français vont suivre les recommandations du gouvernement. 75%
64% des sondés fêteront Noël avec 6 adultes ou moins. 17% seront plus de 6. Et il y a quand même 19% des Français qui vont renoncer aux fêtes de Noël. Alors ça, c'est pour les fêtes. Et quand on demande aux Français de se projeter un peu pour le début du mois de janvier, eh bien là, pareil, hein, les Français, ils se font guère d'illusions. 51% des Français pensent que les lieux de culture vont rouvrir le 7 janvier. 52% pensent que les lieux de culte auront des règles assouplies. Pour les salles de sport, elles sont que 37% à penser qu'elles vont pouvoir rouvrir pendant le mois de janvier. Merci beaucoup, Nivine, pour tous ces chiffres vraiment très, très intéressants. Réaction, professeur Buisson. Sur l'acceptation des Français, qui est manifestement, qui reste très forte. Ils sont conscients qu'il y a un mot qui ne va pas, c'est le mot déconfinement. Hein. Il y en a eu une fois, un déconfinement, ça a été un échec. Et on reparle un peu, le mot réapparaît un petit peu. Non, il faut oublier ce mot parce qu'on ne déconfine pas tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée, vraiment maîtrisée. Il faut avoir à la tête que c'est un confinement permanent. Permanent à adapter, bien entendu. Il n'est pas question de rester dans une forme extrêmement dure. Mais il faut garder une forme de tension permanente. Mais tant que le virus circule, tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée, ce qui s'appelle maîtrisée, eh bien, effectivement, on sera obligé de maintenir des mesures assez contraignantes. Et je crois que les Français, maintenant, l'ont compris. Et moi, c'est comme ça que j'interprète ces résultats. Est-ce que vous êtes surpris, Robin Reda, par ces taux d'acceptation, enfin, notamment sur la soirée du Nouvel An? C'est évidemment colossal, quoi. Non, on a vu cette année que les Français avaient une grande capacité de résilience et de résistance face au virus et face aux épreuves qui sont les nôtres. Et je pense que l'acceptation sera d'autant plus forte que les perspectives seront données d'une vie en meilleure santé, bien sûr, lors de l'année 2021, et puis d'une meilleure vie sociale. Si ce qu'a annoncé le gouvernement sur la stratégie de sortie de l'épidémie et si les chiffres ne sont pas respectés, ne sont pas bons à la fin, il y aura une remise en cause qui peut être très violente. Donc pour ne pas éviter le retour de bâton de cette acceptation sociale des Français, j'appelle à ce que tout soit mis en œuvre, notamment dans la stratégie des tests dans un premier temps et la stratégie vaccinale ensuite, pour faire en sorte que la confiance des Français revienne dès l'année 2021. Sylvain Maillard, est-ce que ça correspond à ce que vous entendez dans les rues quand vous croisez les administrés de votre circonscription ? Oui, moi, d'ailleurs, les sondages qui ont été donnés sont assez persistants depuis quelques semaines. Hein. On voit une forte acceptation d'une majorité de Français, parfois silencieuse, qui sent bien que c'est ce qu'il faut faire et que les mesures sont difficiles à prendre. Elles sont impopulaires, certes, mais elles sont nécessaires et que, comme l'a dit le professeur Buisson, il va falloir les maintenir encore, malheureusement,